Dans les types d'ondes qu'on va étudier, en fait, on va s'en donner une comme modèle. C'est celle qu'on appelle l'onde sinusoïdale. L'onde sinusoïdale, ce serait par exemple ici une onde transversale lancée dans une corde transversale. La propagation est vers la droite, par exemple, le long de l'axe des X, mais la déformation, elle, est de haut en bas et donc transversale à la direction de propagation. Une onde sinusoïdale harmonique, en réalité, ce serait une déformation qui a la forme d'un sinus à une fréquence pure. On pourrait avoir l'impression qu'on perd un peu notre temps à utiliser l'onde sinusoïdale à une fréquence pure, parce qu'en réalité, dans la nature, il n'y a rien qui est à la fréquence pure. Même le plus beau violon lorsqu'on pince une corde, il va vibrer non pas à une fréquence pure, une harmonique, mais à un ensemble de fréquences qui sont idéalement très rapprochées les unes des autres pour faire le son le plus pur possible. Mais on n'a jamais une fréquence parfaitement pure dans rien. Par contre, comme la diapo que je montre va illustrer, il est montré par un chercheur du temps, un mathématicien français des années, la fin du 18e siècle, Joseph Fourier. Il est montré qu'on peut représenter n'importe quel signal. Ici, on montre un signal, une onde carrée, négatif, positif, négatif, qu'on peut le représenter par une somme de sinus, chacun à une fréquence donnée, une amplitude et une phase. Par exemple, ici, on commence par représenter l'onde carrée par un premier sinus à la fréquence fondamentale. Ça commence à ressembler. On ajoute ensuite une fréquence qui a un signal qui a 3 fois la fréquence et on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la fonction qu'on veut considérer. Ensuite, une autre onde qui a 5 fois la fréquence de base et on voit que de plus en plus, on se rapproche. Si on ajoute de plus en plus de signaux, on se rapproche de plus en plus de la forme qu'on veut représenter. C'est la série de Fourier ou transformée de Fourier aussi est un outil mathématique qui est utilisé partout en physique et en ingénierie. En passant, vous serez heureux d'apprendre que lorsque votre appareil photo sauve une image en format JPEG, votre appareil a appliqué une fonction de compression des données qui est fondée exactement sur les séries de Fourier, dans laquelle on ne garderait que la partie cosinus. La série de Fourier au complet a des sinus et des cosinus. Si on garde seulement le cosinus, on représente une scène extrêmement variée et complexe. On la représente par un certain nombre de coefficients. Pour vous donner un exemple, vous voyez en ce moment le plafond derrière moi. Il est à peu près des formes de gris, dépendamment de l'éclairage, mais on peut représenter tout ce fond-là par très très peu de coefficients plutôt que de représenter à chaque pixel toute l'information qui ne varie pas tellement d'un pixel à l'autre. Dans l'image compressée JPEG, on a comprimé l'information en représentant une vaste partie du plafond par quelques coefficients cosinusoïdaux. Donc, on ne perd pas notre temps en étudiant une fréquence harmonique. Le résultat, ensuite, peut être additionné en représentant plusieurs cosinus ou sinus pour représenter une forme très complexe qui se déplacerait dans une onde. On va devoir introduire un certain nombre de relations entre toutes les variables et il va falloir devenir très agile à utiliser ces différentes relations-là. Dans une onde sinusoïdale, un paramètre extrêmement important, ça va être la longueur d'onde, dont les quantités sont des mètres. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux points qui ont la même phase.
Ici, ça serait entre deux points qui sont au sommet de l'onde. Ça pourrait être deux points dans les creux. Ça pourrait être deux zéros, mais pas ces deux-là. Il faut qu'il y ait un cycle complet, donc un zéro en descente, le prochain zéro en descente, ou n'importe quel point de phase équivalente. La séparation entre les deux, c'est la longueur d'onde. La vitesse de propagation d'une onde va toujours être donnée par lambda, la longueur d'onde, divisé par t, la période complète pendant laquelle se produit cette déformation-là. Donc, lambda sur t, et la formule à laquelle on reviendra extrêmement souvent, c'est V égale lambda F. Pour vous donner un peu l'intuition d'où ceci provient, je vais vous amener à ce qu'on appelle le défi animé 2.1 que vous pourrez trouver dans le matériel complémentaire de votre manuscrit. Ici, ce qu'on va faire, on va lancer une excitation sur l'onde pour vous montrer un peu de quoi il est question. Je vais la partir et je vais la documenter ensuite. Bon, vous voyez ici le moteur qui entraîne. À chaque fois que le petit point noir fait un tour complet, on a envoyé une pleine période. Alors, je vais vous montrer d'où ça vient. Regardez le petit point noir du moteur. Lorsqu'il aura fait une période complète, vous regarderez, vous verrez qu'une déformation complète aura eu le temps de se propager vers la droite. Or, on voit ici que pendant que le piston faisait une déformation complète du bas vers le haut et une déformation complète, effectivement, il s'est déployé un plein sinus. Donc, on voit bien qu'il y a une longueur d'onde qui s'est déployée dans l'espace pendant que le moteur faisait une période. D'où l'origine donc de cette formule-ci. La vitesse est égale à une longueur d'onde fois une fréquence. On va vouloir écrire une fonction d'onde, une fonction du mouvement, une fonction d'onde, qui doit inclure les deux paramètres de l'espace et du temps. Or, il faut se représenter donc un vecteur qui circule sur le cercle trigonométrique, mais il peut changer soit en fonction de l'espace ou en fonction du temps. Or, ici, on va introduire une autre variable qui est ce qu'on appelle le nombre d'ondes, qui est égal à 2π sur lambda. Ce sont des mètres, les équivalences en mètres moins 1. On voit ici qu'on aura K qui est égal à 2π sur lambda, donc on aura 2π x sur lambda. Or, la fraction de x, le x correspond à une certaine fraction de lambda. Pour chaque fois que x est égal à 1 lambda complet, on aura fait 2π radians sur le cercle trigonométrique. Une autre variable importante, ça va être la constante de phase. Dans la constante de phase, ça nous donne la valeur de l'argument du sinus à t égale 0 et x égale 0. Alors, comme je viens de dire, kx, on peut le réécrire de la façon suivante, 2π x sur lambda. Alors, la x correspond à une fraction de lambda. Pour chaque fraction de lambda, on aura une fraction de 2π sur le cadran trigonométrique. Dans l'image qu'on avait ici, c'est comme si on avait arrêté le temps et on prend une photographie de la déformation et on voit donc que le sinus, le y, la hauteur, varie en fonction de la distance x de façon sinusoïdale, d'où notre recours à cette première expression-ci, kx plus phi. Maintenant, on va regarder l'ensemble de notre équation d'onde parce que ça varie aussi en fonction du temps. On a dit k, x moins vt, la fonction de x et du temps. Le v, on introduit le k, le kx moins kvt.
En se servant de V égale lambda F, on peut trouver aussi que V est égal à W sur K. La démonstration est faite ici. W, c'est 2pi sur la période T. K, c'est 2pi sur lambda. Et on retrouve. En introduisant ces relations-là, dans Kx moins KVT, on trouve l'équation avec laquelle on va travailler constamment. Le Y, la position Y, ça va être la projection sur l'axe vertical d'un vecteur qui va tourner en fonction du temps en raison du moins WT. Ici, le moins veut dire qu'on est en train de montrer une déformation se déplaçant vers la droite. Mais le vecteur peut également se déplacer si on stoppe le temps à une valeur donnée du temps. Ben, la fonction x, la valeur de x, va faire voyager le vecteur sur le cadran trigonométrique. Donc, la phase totale de notre onde a une dépendance sur la coordonnée de l'espace x, une dépendance sur le temps t, et évidemment la constante de phase à x égale 0, t égale 0. Nos équations. Bon, la y, qui est la hauteur de la déformation pour une valeur de x et de t, on vient de se donner. Par conséquent, vitesse. La vitesse, non pas la vitesse de propagation de l'onde, mais la vitesse de la particule qui doit se déplacer lorsque l'onde arrive à cet endroit. La vitesse donc en y, la vitesse de la particule, c'est la dérivée première de y par rapport au temps, donc une dérivée partielle, puisque y dépend de x et de t. La vitesse, elle, c'est une dérivée partielle par rapport au temps. On dérive le sinus, c'est un plus cosinus, et on dérive ce qui, dans l'argument du sinus, dépend du temps, d'où le moins W ici. On a donc moins WYM cosinus ici. Et l'accélération, on fait une dérivée de la vitesse ou une dérivée seconde de la position. La dérivée du cos, c'est moins sin, qui ferait disparaître le moins là, mais on dérive encore l'argument et notre accélération est donnée par cette expression-ci, où on remarque encore une fois que l'accélération est égale à moins W carré fois le Y. Donc l'accélération va être proportionnelle au carré de la fréquence angulaire. Je vais maintenant aller couvrir un exemple et un exercice. On va aller regarder l'exemple 2.2 qui est en page 55 du manuel qui va nous montrer comment travailler avec ces équations-là. Donc, à l'exemple 2.2, on nous dit qu'une onde se déplace dans une corde tendue et son équation d'onde est celle-ci. On nous donne la masse linéaire et nous, on nous pose différentes questions. L'amplitude, la longueur d'onde, fréquence de l'onde, la vitesse de l'onde, la tension dans la corde. Je vais aller regarder la discussion que j'en ai faite pour vous. Or, on a ici l'équation d'onde, y, que je reproduis. Si on la compare à la forme générique qui est y égale ym sinus de kx moins oméga t plus phi, on voit que tout ce qui multiplie x est égal à k. Donc, la longueur d'onde, c'est tout ce qui multiplie x. Le oméga, c'est-à-dire la fréquence angulaire, c'est tout ce qui multiplie le temps. Et pour répondre rapidement aux questions, l'amplitude, c'est ce qui multipliait le sinus, donc c'est 0,03 mètres. La longueur d'onde, on en a besoin pour le K. Le K, qui est tout ce qui multiplie x, il est égal à 2pi sur lambda. Donc lambda va être 2pi sur K et on est capable de calculer. La fréquence, on nous demandait la fréquence et non pas la fréquence angulaire. La fréquence, c'est W ou oméga sur 2pi. Or, oméga, c'est tout ce qui multipliait le temps t. Et on nous disait que ce qui multiplie le temps t, c'est 50pi. Donc, on peut calculer, et on ne met pas le moins là, on ne peut pas avoir des fréquences négatives. Le moins sert juste à nous indiquer la direction de propagation et on a répondu aux principales questions.
On nous demandait la vitesse. Ben, la vitesse, c'est lambda fois la fréquence. On a déjà calculé lambda et f. On calcule la vitesse immédiatement. On nous demandait la tension dans la corde. Or, on a une autre équation pour la vitesse qui est également vraie. C'est la racine carrée de f sur mu. On veut isoler f. On va élever le carré au carré des deux côtés. Or, on nous donnait la densité linéaire, 0,08, et on peut répondre également à cette question-là. Or, on a de nombreuses relations entre tous les paramètres, la vitesse, la longueur d'onde, la force, la densité linéaire, la fréquence angulaire et le nombre d'ondes. Il faut devenir extrêmement agile à travailler avec toutes ces variables-là. J'aimerais, pour terminer cette capsule, aller regarder un problème avec vous, qui est le problème 21, en page 76 du manuel. OK. Or, on nous donne le cas d'un moteur qui excite une corde, qui lance une vibration dans une corde. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans le défi animé 2.1. On nous dit que le MHS, donc le mouvement harmonique simple du moteur, qui est à l'origine de l'onde, ben, il est donné par cette expression-ci, 12 sinus 88 t plus pi sur 6. Et on nous pose deux questions. Quelle est la distance entre deux points dont la différence de phase est 3 pi sur 2 et écrire la fonction d'onde? On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Alors, quand on nous pose la question, quelle est la distance entre deux points qui correspondrait à une différence de phase de 3 pi sur 2 de l'onde, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en un temps donné, on arrête le temps et on cherche le delta x tel que le delta phi serait égal à 3 pi sur 2. Or, on n'a que k delta x, si on stoppe, on arrête le temps, la seule chose qui peut, pour un temps donné, la seule chose qui peut faire varier l'argument du sinus, c'est le delta x entre deux points. On cherche donc un k delta x égal à 3 pi sur 2. Pour ça, il faut qu'on calcule lambda, parce que k c'est 2 pi sur lambda. On cherche le delta x sur lambda, qui multiplié par 2 pi va donner 3 pi sur 2. Pour ça, on applique ce qui nous donnait, par exemple, pour la fréquence, on a la relation W oméga fois 2, oméga égale 2 pi fois F. On peut calculer la fréquence au moyen des chiffres, on trouve 14. Et on nous donnait la force et la densité linéaire, qu'on vient donc de calculer lambda égale 10,96 mètres. On l'inscrit ici et on trouve que dès qu'il y aura 8,22 mètres en n'importe quel deux points, celui, ou ça peut être celui-ci ou un autre, n'importe quel deux points sur la corde correspondra à une différence de phase de 3 pi sur 2. Radian. OK, maintenant on nous demande d'écrire l'équation d'onde. Ben, on doit donc réécrire cette formule-ci au moyen des données, des données du problème. OK. Ben, le YM, l'amplitude, va nécessairement être l'amplitude du MHS. La corde ne peut pas monter plus haut que là où le moteur l'entraîne. Donc, le YM va être le 12 mm. Le K, le 2 pi sur lambda, on a déjà calculé le lambda qui est 10,96, donc on vient de résoudre pour le K, ça sera 0,573. Le oméga, ben, ça peut juste être celui du moteur, donc 88,0 radians par seconde. Maintenant, il nous manque la constante de phase. On serait porté à écrire tout de suite, les yeux fermés, le pi sur 6 du moteur, mais ça ne serait pas bon, pas nécessairement bon, parce que ça, c'est à la constante de phase pour le MHS, c'est à t égale 0. Pour l'équation d'onde, il faut trouver la constante de phase qui soit vraie à x égale 0 et t égale 0. Or, à x égale 0, il faut qu'on ait la position localement
du moteur. Or, il faut que ce soit 12 fois le sinus de pi sur 6, c'est-à-dire 6 mm. Maintenant, il faut qu'on trouve à x égale 0 et t égale 0, il faut qu'on trouve de quoi il doit être question. À t égale 0, le MHS devait être 6 mm, mais en plus, il faut qu'il soit en montée. Alors, on doit avoir une vitesse positive. Pourquoi? Parce que dans cette équation-là, on voit bien, dans l'équation du moteur, on voit bien que dès que le temps commence à augmenter, ben, le sinus augmente lui aussi, donc la vitesse doit être positive. OK. Alors, on doit avoir à x égale 0, t égale 0, on doit avoir 6 mm. On va mettre le x à 0, le temps à 0. Donc, 6 doit être égal à 12 sinus phi. Quand on entre ça dans notre calculatrice, on voit en effet deux possibilités. Pi sur 6 ou bien son équivalent, 5 pi sur 6. Nous allons garder le 5 pi sur 6 pour la raison suivante. On vient de dire que la vitesse est toujours la même chose, il y a une ambiguïté, on doit avoir une autre information. Il faut que la vitesse soit plus grande que 0. Or, dans notre équation pour la vitesse c'est moins WYM cosinus de son argument. Pour que la vitesse soit plus grande que 0, avec le signe moins ici, il faut que le cosinus lui aussi soit plus petit que 0, moins donne un plus, et on doit donc prendre le cosinus de ce côté-ci, donc la réponse ce sera avec la phase 5 pi sur 6. OK, alors ceci va compléter cette capsule-ci. Pour la prochaine, on va aller étudier des choses comme la puissance propagée dans une onde.